Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouvelle playlist. Le but, je l'avais un petit peu annoncé et l'année dernière j'avais fait un petit loupé, j'avais voulu faire une vidéo sur le micro-scrapping, on va dire, mettre en parallèle un petit peu à la fois la partie scrapping et la partie microservice. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'épurer un petit peu les choses. J'avais déjà préparé quelque chose, je l'avais commencé sur YouTube, et puis on avait fait une remarque assez justifiée sur les CGU de YouTube, etc. Donc j'ai pas voulu prendre de risques. Du coup, j'avais tout réécrit pour Twitter, et Elon Musk est passé par là, et sans compte Twitter et sans accès à l'API, finalement, on peut pas faire vraiment ce qu'on veut pour faire du scrapping proprement dit. Donc du coup, là, je suis parti sur complètement autre chose, je suis parti sur Yahoo Finance, et pour être sûr de vous sortir quelque chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai épuré grandement le projet pour faire déjà un premier jet, et ça va durer sur quelques vidéos, bien sûr. L'objectif de tout ça, ça va être d'imbriquer ensemble à la fois du scrapping, de l'asynchrone avec des message queues, et puis en même temps également du stockage et différents éléments qui vont nous permettre d'aborder différents sujets. Alors jingle, et c'est parti. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une vidéo totalement simplifiée. On va pas se prendre trop la tête avec la mise en forme, etc. J'ai mon petit carnet à côté et il va falloir que je l'utilise pour ne pas oublier ce que j'ai à vous dire. Alors en guise d'introduction, on va voir aujourd'hui tout simplement les pourtours, le pourquoi de cette playlist, ce qu'on va y voir et l'intérêt un petit peu de celle-ci, et pourquoi il ne faut pas trop non plus attirer son attention sur le fond, c'est-à-dire l'objectif ça va être de scraper les crypto-monnaies qui sont sur Yahoo Finance. Alors d'une part, c'est pas du tout le meilleur endroit pour le faire. Deuxième chose, c'est pas du tout par du scrapping qu'il faut le faire proprement dit, c'est-à-dire du scrapping dynamique où on visite des pages web, mais il vaut mieux passer par des API. Maintenant, il y a même d'ailleurs beaucoup de choses qui permettent d'éviter de passer par du scrapping et de passer par des API. Alors l'inconvénient des API, d'une part, c'est payant. On a aussi du rate limiting, comme on l'a encore plus même sur le scrapping, mais on peut jouer un petit peu au chat et à la souris sur le scrapping, et je trouve ça assez sympathique à réaliser, le scrapping. C'est quelque chose qui est assez important, on va y revenir un petit peu dans le détail après, dans quel cas de figure c'est utilisé, notamment en entreprise, c'est encore largement utilisé. C'est une playlist, et c'est un objectif pédagogique vraiment, donc derrière... comme je vous disais, sur les crypto-monnaies, on va avoir peut-être des données qui sont justes, moins justes, etc. Vous voyez à l'écran des choses qui défilent. Je me prends vraiment beaucoup la tête en ce moment pour essayer de jouer au chat et à la souris avec Yahoo Finance, notamment pour éviter un petit peu le rate limiting, et par moment il nous retourne des codes d'erreur assez différents à chaque fois, suivant les cas de figure, etc. Donc je suis un petit peu pas complètement confiant sur le résultat de la donnée proprement dite. Néanmoins, il y a toujours moyen de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je vous expliquerai pourquoi aussi cette donnée, on va avoir quelque chose qui est pas forcément fiable, ou en tout cas, pourquoi ça m'intéresse pas du tout cette question-là. En fait, l'idée derrière, c'était juste d'utiliser deux langages différents pour cette playlist. Alors, donc pédagogique, donc pas d'API, le but c'est pas forcément de récupérer les données strictement à une fréquence haute, etc. Là, si on voulait une fréquence haute pour ce type de données-là, il faudrait fonctionner complètement différemment, passer par les API, prendre certainement des choses payantes, éventuellement avoir des IP différentes, mais l'objectif c'est vraiment d'aborder plein de sujets avec cette playlist, et surtout de mettre en œuvre des choses qu'on a déjà vues à travers la chaîne, et de faire en sorte d'avoir quelque chose qu'on retrouve très souvent en entreprise, c'est-à-dire qu'on a une donnée qu'on récupère d'une manière ou d'une autre, donc là ça va être par du scrapping, on peut interroger des API, on peut en même temps très bien récupérer des curls, des requêtes HTTP qui peuvent venir de n'importe où, peu importe. Eh bien on va avoir ce principe-là où on va récupérer quelque chose, faire une première passe dessus, récupérer, faire des tables de référence, et ensuite retravailler les choses, stocker dans la durée ces éléments-là, et ensuite
les valoriser. Et bien sûr, derrière, on va avoir différentes étapes qui sont parsemées finalement de queues asynchrones. Alors vous inquiétez pas, on va pas faire un truc de folie, de dingue, etc. Ça va être relativement simple. Le but, c'est vraiment juste de conceptualiser un petit peu plus tout ça et de débroussailler les choses pour les gens qui débutent vraiment. Donc, pédagogique, imparfaite, voilà. Derrière, l'idée, c'est aussi... Et c'est pour ça qu'il faut quand même tendre vers quelque chose de relativement simple. On va utiliser notre laptop et Vagrant File et du Bash. Tout simplement, donc pas de Ansible, en tout cas on pourra en rajouter plus tard, mais le but c'est d'essayer de mettre à disposition un outil qui est disponible pour le plus grand nombre. Vous le savez, il y a le dépôt GitLab avec tous les dépôts, avec tous les répertoires des stacks que j'utilise pour toutes les playlists quasiment, et l'idée c'est de repartir exactement sur la même chose pour ça, et on fait juste un Vagrant Up, et à la fin on a un truc qui tourne. Donc c'est exactement ce principe-là, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait on va dire une grosse partie de ce travail. Et l'autre intérêt de ça, c'est qu'une fois qu'on a créé cette petite stack, en tout cas elle est déjà assez velue, vous verrez, et bien derrière on va se retrouver à avoir la possibilité de d'étendre nos champs de compétences par rapport à différentes briques qu'on va vouloir utiliser, comme dans le monde de l'entreprise, par exemple, ça va être mettre en place des métriques, mettre en place de la centralisation de logs, etc., etc. Alors les métriques, il y en a déjà à la base, vous verrez, mais voilà, on va se retrouver un petit peu avec tout ça directement. Derrière, donc, c'est vraiment ce principe-là, et derrière, ça ouvre le champ, comme je vous disais tout de suite, à beaucoup de possibilités que peut-être on fera à travers la chaîne, mais surtout, c'est, vous m'en parlez assez souvent, est-ce que tu as un projet à me donner pour que je puisse apprendre des choses, etc. Alors, il y avait le projet de CI/CD avec la playlist Devenir DevOps, je vous invite à aller la voir, mais sinon, celle-ci, elle a cette vocation-là, c'est-à-dire faire une première passe. Donc on va créer une sorte de squelette ultra simplifié, et derrière, à vous de faire vivre ce truc-là et à l'étendre en fonction de ce que vous avez besoin. Derrière, on peut très bien imaginer le passer sur Kubernetes, le passer sur Docker dans un premier temps, ou en tout cas faire de la conteneurisation, le passer sur Kubernetes, faire ensuite du déploiement automatisé de chacun des outils, créer des librairies au niveau du code. Vous allez voir, on va faire du Python et du Golang. On peut imaginer aussi gérer beaucoup mieux les secrets qu'on le fait là, gérer les configurations également avec Consul, par exemple, de la configuration dynamique, activer du tracing, stocker ça et monitorer le plus possible ces éléments-là. Donc je pense même que ça peut être une playlist qui peut être utile pour déjà initier les choses, pour, je sais pas, dans certaines sociétés ou dans certaines écoles, commencer à avoir l'idée et les premières briques pour pouvoir pousser les choses surtout beaucoup plus loin et passer vraiment beaucoup de temps à améliorer ça pour pouvoir apprendre le plus de choses possible. Donc là, ça c'était pour la trame globale. Alors sinon derrière, on va faire des petits focus sur différentes choses. Et autant en parler un petit peu tout de suite, on va se faire juste après ces petits focus, en tout cas sur les choses qu'on va aborder à travers cette série de vidéos. Derrière, ensuite, on va faire, vous allez voir, juste un petit schéma qui va vous représenter les choses. Vous allez voir, c'est relativement simple ce qui va se passer et ce qu'on va installer, toujours avec Vagrant. Donc, première chose, le scrapping. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc parser ou scraper, il y a différents termes, etc. On a les histoires de crawler également. Donc l'idée derrière, c'est de récupérer des données d'un site web, peu importe où il se situe, et peu importe que ce soit un site, par exemple à nous ou à quelqu'un d'autre. Là, on va parler de choses très générales. En dehors de ce projet-là, c'est pourquoi on utilise du scrapping en général. Premier cas de figure où on utilise du scrapping, c'est pour récupérer des données d'autres sites, notamment hors API principalement, puisque quand on passe par des API, c'est beaucoup plus direct, on va dire. Le scrapping, c'est plutôt la vocation à parcourir une page web, notamment son code HTML, récupérer des éléments en fonction de l'endroit où ça se situe, avec les XPath, etc. On va bien sûr rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ça dans cette playlist. L'inconvénient, voilà, c'est relativement lent potentiellement, consommateur un peu de ressources, et c'est un poids un petit peu à peser entre des API qui vont être parfois payantes mais qui peuvent peut-être coûter moins cher que finalement mettre en place le matériel qui coûte également quelque chose à tourner, à faire tourner tout le temps.
Donc cette playlist, hein, c'est vraiment l'objectif, hein, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de discuter de différents sujets et d'essayer de voir un petit peu, voilà, de l'état un petit peu de connaissance de certains sujets et des questions qu'on va être amené à travailler. Donc scrapping, voilà les choses. Scrapping, c'est également la veille concurrentielle. Par exemple, si vous êtes un site de e-commerce, vous avez des concurrents et vous avez besoin de savoir un petit peu, d'une part, l'état des stocks éventuellement des concurrents, s'ils le mettent sur leur site web, mais également surtout leur prix et les produits mis à disposition. Et donc, il est très très intéressant d'avoir une veille concurrentielle grâce notamment à des outils de scrapping qui vont permettre tout simplement de récupérer l'ensemble des données, ou en tout cas le maximum possible d'un concurrent pour pouvoir les comparer avec ce qu'on a chez soi, en stock, avec quel tarif on pratique, par rapport aux concurrents, comment on se situe, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, mais qui est aussi très difficile à gérer, puisqu'en fait, voilà, l'idée qu'on a là, elle existe depuis très longtemps. Et bien sûr, Internet est très très pratique, mais aussi permet aussi de se protéger. Alors il y a des outils tels que Datadome, Cloudflare et d'autres outils qui ont justement cette vocation à essayer d'éviter de pouvoir donner trop facilement ces données, même si elles sont sur un site web public. Donc renforcer les choses, mettre des checks, vérifier les user agents, etc., les IP, plein de choses, et derrière durcir vraiment le travail des gens qui mettent en place, en tout cas qui développent ces veilles concurrentielles via ces outils de scrapping. Alors de l'autre côté, bien sûr, il y a aussi la possibilité d'essayer de se masquer, hein, finalement. Donc pour se masquer, il y a pas mal de petites techniques. Parmi les techniques les plus efficaces, on va dire, c'est la possibilité de disposer de différentes IP. Alors ça, on peut le faire soi-même. C'est pas trop compliqué, il faut acheter plein d'IP, il faut les installer, etc. Et faire en sorte qu'on fasse du random un petit peu dessus pour jamais apparaître avec la même IP. Néanmoins, au bout d'un moment, on commence à être un petit peu à découvert, et il existe aussi des services justement donc il y a ceux qui protègent, mais il y a aussi ceux qui permettent de faciliter ce travail-là. C'est ce qu'on appelle des fermes de proxy, hein. Donc proxy, attention, hein, on sort vers Internet, hein, on rentre pas, l'inverse c'est le reverse proxy. Et bien là on sort, et donc derrière ces fermes de proxy, c'est quoi? Bah finalement on va se mettre, nous on a notre infra, on va dire, et on va se mettre derrière, on va payer, hein, on va payer des services, hein. Vous avez des services, notamment en Israël, il y a des très bons services. Vous achetez leurs services et vous connectez à leur proxy, et donc toutes vos requêtes vont passer par ces fermes de proxy, donc qui finalement vont vous masquer à travers plein d'IP, plein de user agents différents, etc. Ce qui va faire une très grosse hétérogénéité des requêtes, finalement, en tout cas de la difficulté, en tout cas pour pouvoir vous identifier, en tout cas. Et donc derrière, ça va vous permettre de faciliter ce scrapping et en tout cas vous détecter plus difficilement. Voilà un petit peu pour le volet veille concurrentielle. Donc vous voyez que c'est un nœud de la guerre qui est assez important. On pourrait même partir dans la guerre un petit peu économique ou stratégique, qui peut aussi, dans certains cas de figure, consister tout simplement à faire scaler ses copains, ou en tout cas ses concurrents. Donc là, en balançant des requêtes sur des reverse proxy et entrée de clients, bien sûr, d'où l'intérêt de se protéger avec des outils type Cloudflare, etc., les WAF notamment. Voilà pour ce point-là, et l'autre volet plus noble et beaucoup plus noble du scrapping, on va dire, ou pour parser, c'est le test. Et oui, les équipes de QA utilisent généralement une bonne partie de ces outils-là, de manière beaucoup plus louable, hein. Le but, c'est de tester les outils, et notamment de tester si elles sont conformes, si d'une part ça répond dans les temps, si ça répond aux charges en question, et également si la réponse attendue est conforme à ce qu'on avait souhaité. Donc ça, c'est valable pour plein de choses. En scrapping, on peut tester vraiment beaucoup de choses suivant les outils qu'on utilise. Il y a des outils qui vont permettre de gérer des requêtes dynamiques, d'autres statiques. Certains vont être
vraiment capable de simuler un parcours d'un humain, hein, tout simplement. Et voilà, donc on va pouvoir vraiment faire varier beaucoup les choses. Hein. Je sais plus si on l'utilise là, mais en tout cas, il est possible de scroller, il est possible d'interagir vraiment beaucoup. Quand j'avais fait par exemple la partie sur Twitter, c'était assez marrant parce que Twitter utilise React et je crois que c'est lié à React. On a des blocs quand on défile les tweets. Et bien sûr, on n'a pas tous les tweets qu'on a de visu comme ça qui apparaissent, mais en plus, si on scrolle et si on scrolle suivant la vitesse de scroll, eh bien, on a des difficultés pour récupérer le code HTML qui correspond à chacun des blocs de tweets. Si on avance trop vite, donc des fois, il vaut mieux avoir avancé moins vite, récupérer des doublons, remerger les doublons, etc. Bref, plein de choses passionnantes quand on s'y intéresse, mais c'est vraiment parfois très prise de tête également. L'intérêt derrière aussi, donc ou en tout cas la difficulté du scrapping, donc c'est le fameux rate limiting. Donc ça permet de comprendre un petit peu mieux les choses. Il y a différentes manières de gérer les choses. Ça va être les vitesses de requête par IP, par user agent, des variations, des retours d'erreurs éventuellement. Et donc voilà, on va pas forcément voir ça dans le détail, mais c'est des choses qui sont assez importantes à avoir. Nous, on va utiliser le scrapping principalement en 2 étapes. On va avoir une étape qui va nous permettre de faire, on va voir un petit schéma juste après, la table de référence, c'est-à-dire notre liste finalement des crypto-monnaies sur lesquelles on va vouloir intervenir. Yahoo Finance, c'est 391, c'est très peu. On verra peut-être, alors j'ai commencé à travailler sur un autre site qui en a 10 000 et quelques. Ça pourrait être beaucoup plus sympathique si on veut générer beaucoup de volume, ce qui serait plus intéressant pour la base de données qu'on va utiliser par exemple. Et pour RabbitMQ qu'on va utiliser également. Donc derrière, bien tout simplement, donc nous on va générer cette table de référence par du scrapping, et puis derrière, cette table de référence, on va l'utiliser pour dire, voilà, ça c'est notre référence, c'est notre liste avec nos codes de crypto-monnaies, et bien on va aller récupérer ensuite sur le site, pour chacune des crypto-monnaies, une ou plusieurs valeurs. Alors nous on va se limiter à, ça va être 2 valeurs pour l'instant, mais voilà, on va avoir le prix et le volume. Néanmoins, vous allez pouvoir, une fois que la trame est faite, vous allez pouvoir l'étendre assez nettement. Ça, c'est pas un souci du tout. Attention, là, on va fonctionner en 2 étapes. On va le voir, on le verra en tout cas dans les prochaines vidéos. Il n'y a pas du tout dans notre cas de figure la nécessité d'agir en 2 étapes. Si je le fais, c'est vraiment pour dire avoir un modèle d'infrastructure un peu pédagogique. C'est vraiment que pour le côté pédagogique, où on va avoir du coup différentes queues RabbitMQ, quoi. On en aura 2, hein, il me semble. Et derrière, donc ça va être relativement pratique pour apprendre des choses, découvrir des choses. C'est vraiment ça l'objectif. Donc ce n'est pas du tout un modèle à suivre. Par ailleurs, donc on reviendra aussi de l'inconvénient de fonctionner de cette manière-là, notamment quand on va récupérer des éléments, la vitesse également de récupération, etc. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, scrapping. Ce qui va être intéressant aussi dans cette playlist, l'autre volet important, c'est le côté asynchrone. Donc on va voir qu'on pourra arrêter des services, redémarrer les services. On ne perdra pas d'informations, sauf bien sûr sur la partie très frontale quand on récupère des données. Si on arrête complètement les services qui récupèrent les données, on ne récupère rien, bien sûr, on a un trou. Mais néanmoins, derrière, on verra qu'on pourra couper les choses et ça ne posera pas de soucis. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans les infrastructures à l'heure actuelle. Ça permet notamment de faire des maintenances de manière relativement sécurisée. Quand on intervient aussi en astreinte ou autre, c'est relativement important également. Donc voilà. Également, donc vient avec ce sujet très souvent de l'asynchrone. C'est relativement lié, mais pas complètement, parce que généralement, c'est les mêmes briques qui permettent de répondre un peu aux mêmes problématiques, ou en tout cas à peu près aux mêmes problématiques. Ça va être la possibilité de scaler. Et là, ça va être assez intéressant dans notre cas de figure. On va faire quelque chose de très pédagogique et très simple. Pour scaler, il nous faut tout simplement un état de où en est notre scrapping. Donc on verra ça dans le détail, comment on met en place quelque chose. C'est qu'une suggestion, ça marche, ça existe en entreprise également, donc vous verrez, c'est pas très compliqué, mais ce qui est important, c'est surtout les concepts, hein, dans chacun des éléments, donc ça on le reverra. On utilisera RabbitMQ également pour se faciliter un petit peu ce travail-là, et vous verrez que c'est assez simple. Alors au niveau des langages, moi, au début, j'étais parti, l'année dernière, je faisais que du Python, et j'étais parti que sur du Python. Ça a un petit inconvénient d'un point de vue pédagogique, c'est que je trouve que ça limite un petit peu les choses. Et derrière, donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire à la fois du Python et du Go, même si
c'est pas... Alors, première chose à dire, hein, c'est pas bien du tout d'avoir différents langages dans une infrastructure. Il vaut mieux éviter d'en avoir le maximum, surtout quand on débute comme nous ici. C'est pas du tout la grande idée de se dire tiens, je vais faire 2 langages à la fois et youp là boum, on va s'éclater. Non, à maintenir, etc. C'est une catastrophe quand ça se passe comme ça. Dans les entreprises, généralement, on a différents langages, souvent pour une partie liée pour des parties d'infrastructure. On va avoir du front-end, du back-end, etc. Pour les qualités de certains langages aussi qu'on va aller chercher, et puis en même temps aussi et surtout pour la partie historique, sur du legacy, etc., qu'on va gérer avec le temps, on va porter un certain nombre d'années, différents langages, et au fur et à mesure même des évolutions, au bout de 3 cycles d'évolution de langage dans la même entreprise, eh bien on se retrouve encore avec du legacy des années et des années d'avant. Et généralement, le legacy, ça intéresse pas grand monde à travailler dessus, ça intéresserait plutôt les SRE, sysadmin pour dire épurer les choses et se faciliter la vie. Les développeurs, eux, travaillent plutôt généralement pour les parties produits, et du coup, cette partie-là, ça les intéresse un petit peu moins, ou en tout cas, on leur met pas forcément la pression dessus complètement. Et donc derrière, ça pose parfois des soucis assez importants de maintenabilité. Et généralement, après, quand on arrive à un certain niveau, tant que les services disparaissent pas, finalement, ça finit par rester. Alors ça, c'est le pire des cas, bien sûr. Alors sur les langages, pourquoi utiliser ces... Donc je prends mon petit cahier quand même, vous voyez. Pourquoi utiliser ces 3 langages? Parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Eh bien, tout simplement, ça va être l'occasion pour nous de voir un petit peu 2 langages différents. Il y en a un qui est compilé, l'autre non compilé. Quelles sont les principales différences derrière? Vous verrez qu'il y en a un, il va falloir installer des librairies et l'autre pas du tout finalement, puisque une fois qu'on aura compilé, on va être tranquille. Également en termes de performance, mais là nous, voilà, ça va pas être un truc qui va bombarder de folie, et c'est pour ça que j'aimerais bien trouver quelque chose un petit peu plus costaud, mais pour pouvoir vous montrer un petit peu la différence entre les 2 langages. Également, ça va nous permettre d'utiliser 2 librairies avec 2 physionomies, physionomies complètement différentes. D'un côté, on va utiliser Selenium et Python. Donc Selenium qui est un outil qui va permettre d'être relativement dynamique et de simuler surtout l'utilisation d'un navigateur, et même il va utiliser, donc c'est un driver pour navigateur. À côté, on va utiliser Golang et Kali. Donc Kali qui est plutôt, si on devait le ramener à quelque chose d'autre, c'est comme si on faisait des curls avec des greps. C'est vraiment là on simplifie les choses au maximum. Curl grep, et on va récupérer l'élément en question. Donc c'est complètement différent. On va pas pouvoir interagir, on en reparlera sur le même type de page web. Certes, donc le premier, donc Selenium, va permettre d'interagir, y compris de scroller, par exemple pour afficher d'autres éléments de page qui sont disponibles qu'à partir du scroll, etc. Donc là, il y a des choses super passionnantes à faire, hein. Par exemple, comment on calcule le fait qu'on arrive en bas d'une page et qu'on clique sur quelque chose, et quand est-ce qu'on décide qu'on arrête de dérouler une page, etc. Enfin bon, il y a des trucs passionnants, mais voilà, il ne faut pas s'enterrer dedans non plus. Kali, lui, ça va être différent, et on va être plutôt sur des pages statiques. Par contre, du coup, on va être sur du Go, et j'ai trouvé ça assez intéressant aussi à un autre titre, pardon. Je bug à force. Voilà, ça va être aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai passé un petit peu une petite après-midi hier à mettre en place la configuration par fichier YAML en Python, en Golang. Juste comme ça, on verra un petit peu la philosophie, la difficulté pour mettre en place d'un côté et de l'autre, vous verrez. Et puis également sur la gestion des logs et l'uniformité des logs. Le fait d'avoir des logs relativement uniformes, je ne sais pas uniformité si ça se dit, uniformiser en tout cas les logs, donc avec du JSON des 2 côtés. Ce qui est important derrière, puisque si on veut centraliser les logs, il va falloir avoir quelque chose d'homogène. Et donc là, on va utiliser 2 librairies bien sûr différentes, une en Python et une en Golang, et on verra un petit peu les philosophies différentes de chacune. Ce qui sera intéressant plus tard pour également mettre en place du monitoring. On verra un petit peu de chaque côté comment on met en place ce monitoring. Et puis on a une 3e brique qu'on va utiliser qui est en Golang, qui s'appelle Bentos. Et on verra du coup pourquoi se passer de Python ou de Go quand on a un back-end, et si on a un outil qui est complètement packagé, le temps qu'on gagne vraiment à faire ça, ça peut être assez sympathique. Donc du coup, on va avoir 3 types de back-end finalement. Un qui sera en Python, un ou 2 en Python, un en Go et un en l'autre en Go mais packagé. Alors sur donc l'autre brique également qui vient avec, donc on a vu la brique scrapping, le côté
asynchrone également, dont on parlera, qui reviendra, les langages et également les databases. Donc là, ça va être quelque chose d'assez sympathique. Je vais le faire juste pour le côté pédagogique finalement. C'est qu'on va différencier, on aura deux types de bases de données. On aura d'un côté un PostgreSQL avec tout son caractère acide de cette base de données en format OLTP. Je vous invite à aller voir la vidéo OLTP versus OLAP. Et puis également de l'autre côté, on va avoir donc ClickHouse pour l'OLAP justement et pour stocker des métriques. Donc c'est très très performant pour stocker des métriques et les exploiter. En plus on peut l'interconnecter avec Grafana, c'est ce qu'on fera. Et donc ça va être quelque chose d'assez assez sympathique à faire, avec notamment le côté également stockage et choix des champs qui est primordial. Nous, vous doutez bien, donc on est sur une métrique finalement, puisqu'on va avoir le prix, c'est la donnée un petit peu essentielle. Et ce prix, du coup, suivant la manière dont on va le stocker, et nous on va utiliser le format delta, en tout cas la compression delta, qui va permettre de vraiment faire en sorte de stocker potentiellement, nous ça va pas être notre cas, mais de gros volumes de données, et ça va prendre potentiellement très peu de place. On viendra sur ce concept-là de delta ou double delta également qui existe. C'est quelque chose qui est assez important, et vous verrez donc du coup, tout au long de ce cycle-là, on va avoir plein de petits sujets comme ça. Ça ne durera pas très longtemps, mais on pourra aborder ces questions-là, et je trouve ça très intéressant. Donc le scaling, on en a déjà parlé également, donc c'est une autre brique importante avec cette fameuse table de référence, ce qu'on utilisera dans Postgres, nous, dans notre cas de figure. Et comment on gère du coup la non-concurrence entre deux services, entre deux instances d'un même service. Il ne faut pas prendre le même travail d'un côté et de l'autre, parce que sinon on va avoir tout de suite une concurrence, des conflits et potentiellement des gros problèmes. Donc là, il faut gérer cet élément-là. Autre élément qu'on verra, et en tout cas à travers cette playlist, le batching versus en tout cas le batching, le cron, en tout cas les tâches qu'on schedule, en tout cas, les services que l'on schedule, les process que l'on schedule, versus les démons, donc des choses qui tournent en permanence. Donc là, on va avoir deux cas de figure, ça tombe bien, on va avoir la partie Selenium, où potentiellement c'est notre table de référence, on va la mettre à jour qu'une fois de temps en temps, et puis de l'autre côté, on va avoir un démon qui tourne en permanence. Donc ça nécessite, on va le voir dans le code, juste des petites évolutions, mais en tout cas, il faut le prévoir. Et ça va permettre de voir le distinguo un petit peu derrière, c'est quelque chose qui est assez important. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est juste, on va se faire le petit schéma de tout ça. Hop, je me réduis ici, on va se mettre comme ceci, et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, et puis comme ça, on aura fait notre première vidéo un petit peu tranquille. Donc là, si je remets tout ça, alors tiens, on peut la regarder, je sais pas si c'est à jour, ça, voilà. Donc là, je suis en train de ramener des données, alors 6 heures, c'est beaucoup, hop, voilà, on va se remettre comme ceci, je suis à combien de temps? 15 minutes. Alors on verra aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi la vitesse à laquelle on veut rescraper, etc. On a des choses, des éléments qu'on peut reconfigurer derrière, modifier, etc. Nous, pour faire un schéma, alors tiens, ça tombe bien, on va démarrer de zéro, on va utiliser ce qui s'appelle Excalibro. Peu de gens le savent, mais derrière Excalibro, on peut tout simplement le lancer en local, et ça, donc ça va être la première session aujourd'hui, on va dire. Je l'utilise rarement en local, à vrai dire, mais je trouve ça quand même très pratique. Et donc là, du coup, on va s'en lancer un juste ici. Hop, voilà, donc avec Docker, port 5000 en localhost. Donc c'est parti, j'ai déjà téléchargé l'image pour être sûr que ça se passe bien. Et là, on est en localhost sur le port 5000, hop, comme ceci. Hop, voilà. Et voilà, on se retrouve dans Excalibro, donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre les vidéos, j'en ai déjà fait pas mal avec Excalibro. Donc là derrière, moi je me mets en mode sombre, je trouve ça un petit peu plus sympa, voilà. On peut utiliser les librairies, en français, hop, ici. Et derrière ces librairies, il y en a vraiment plutôt pas mal, surtout, donc c'est dédié à l'informatique généralement. On a les diagrammes, donc des librairies de diagrammes, il nous dit combien il en rajoute. Vous voyez, à droite, après, on va voir ces librairies apparaître. Hop, on va retrouver... hop, personnel, librairie, pourquoi il m'en sort pas d'autres? Ah oui, c'est que je dois être juste en dessous. Browse library, voilà, je suis pas au bon endroit, on va se mettre à gauche. Et derrière, on va rajouter celui-ci. On va rajouter ensuite, moi j'aimerais bien avoir donc Golang. On va mettre celui-ci, voilà.
On en a d'autres aussi pour les autres langages de mémoire. Alors, système design, on peut mettre celui-ci. On peut mettre également, alors, il y en a un qui, voilà, celui-ci, il est sympa. Et on va avoir, par exemple, alors je sais pas si on a ça ici, tac, tac, tac. Alors, il y a des petits bonhommes pour ceux que ça intéresse. On peut mettre les petits bonhommes. Et également, donc là, les librairies, c'est juste pour avoir des, tout simplement, ouais, tiens, celui-ci, des petites miniatures déjà existantes. Hein, voilà, donc nous, on est ici, hop, voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de faire quelque chose. Derrière, on va avoir également, il y avait celui qui était sympa, avec pour les briques réseau. Alors moi je les ai déjà toutes installées, donc les librairies elles s'installent localement sur votre comment, navigateur, hein. Donc c'est pas un truc distant complètement, quoi, du tout. Donc là vous voyez, hop, on va être comme ça. Donc nous, notre objectif, on va démarrer tranquillement. Je vais me mettre à un endroit où ça va pas trop gêner, j'espère. Voilà, ouais, on va se mettre comme ça. Donc nous, notre objectif, ça va être de récupérer Yahoo les cryptos de... Alors forcément, je dis ça. Hop, voilà. XL comme ça. Les cryptos de Yahoo Finance, tout simplement. Donc ici, on va être sur Yahoo Finance. Alors si on regarde, hein, c'est très très simple. C'est cette page-là, Yahoo Finance. Alors moi je la prends en français, c'est à adapter, hein. Si vous la prenez en anglais, il faudra juste adapter. Je crois qu'il y a il y a un endroit où je dois utiliser le mot français, mais c'est tout. Donc là on est dans crypto-monnaie et on est ici. Donc voilà, donc c'est assez simple. Éventuellement on pourra le faire sur les cours de bourse, ou en tout cas sur un truc où il y a beaucoup plus de valeur. Et là vous voyez ici on a des pages avec du nombre de lignes par page et différentes pages, etc. Donc il y aura un petit calcul, c'est assez sympa pour combien on a de pages à manipuler. Donc nous, on est ici. Première chose, ce qu'on va avoir à faire, c'est tout simplement ici. Donc on va avoir un scrapper de référence, quoi, en fait. Donc avec notre fameuse table de référence. Ce scrapper de référence, nous, on va le faire en Python. Donc, si j'ai Python qui traîne, j'espère. Forcément, je vais pas l'avoir. C'est pas grave, on va en retrouver un. Si je mets ici Python, voilà, on peut rechercher. C'est vrai que j'aurais pu vous le faire tout à l'heure. Ici on doit l'avoir, voilà, ici on l'a, hop, voilà. Donc nous on va le faire en Python. Donc ici, alors je vais essayer de trouver la place de le faire, tout ça. J'ai vu du Python, voilà. Python comme ça, hop. Donc ça va être fait en Python. Et derrière, donc du coup, on va enchaîner, donc il va récupérer ce qu'on vient de voir tout à l'heure, et le but c'est de dresser la liste finalement de nos cryptos. Ça, on va l'injecter dans un PostgreSQL, plus exactement, ici. Donc une base de données. Et donc, alors on peut mettre un petit truc pour notre base de données, tac, 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 ouais, des trucs comme ça, pop, 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 peu importe, allez, on va faire vite, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc on a notre base de données. Et donc c'est ce que notre scrapper va écrire ici. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant. On va avoir aussi la notion d'obsert qui est intéressante, qui existe souvent dans les bases de données NoSQL, mais qui n'existe pas vraiment dans les bases de données SQL, un petit peu logiquement. Mais vous allez voir que Postgre fournit quelque chose que je ne connaissais pas jusqu'ici, que j'ai découvert en préparant cette playlist. Donc c'est assez sympathique. Nous on va se mettre ici, hein, notre petit bonhomme. Hop, voilà. Donc nous on va être comme ça. Et donc, derrière, une fois qu'on a dressé cet élément-là, on va vouloir... Alors, on va faire plutôt comme ça. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Eh bien, nous, on va derrière, ici, utiliser cette table de référence, ici, toc, comme ceci, dans un autre scrapper. Et celui-ci, ça va être le scrapper de valeur. Hop, voilà. De valeur ici. Donc là, c'est celui qui va récupérer les prix finalement
Comme je vous disais, hein, vous allez voir, c'est très très simple. Donc premier cas, hop, on part ici, hein, pour alimenter notre table de référence. Notre table de référence, ensuite, elle sert à utiliser le scrapper là, qui peut aller ensuite faire un aller-retour avec notre Yahoo Finance ici. Et une fois que ça c'est fait, hop, donc ce scrapper de valeur, lui, il va être en Go, hein, tout simplement. Hop, on va retrouver Go quelque part ici, tac, tac, tac. Où est-il? Voilà, notre petit gopher, hein, le logo de Go. Voilà, hop, ici. Et derrière, tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans ClickHouse. Hop, voilà, toc, comme ceci. ClickHouse, qui est un autre moteur de base de données, hein, ici. Hop, voilà. Toc, ClickHouse, ici. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, derrière on va avoir d'autres petits éléments importants. Donc nous, notre but, notre ClickHouse, ça va être de l'utiliser avec Grafana, bien sûr. Quoi, bien sûr, pas bien sûr. Donc avec Grafana, et puis on fera peut-être également Superset, qui est un peu plus dans l'esprit Data Analytics, qui est assez sympathique également. Hop, voilà, ici, comme ceci. Alors, je ne sais pas si on a les librairies qui correspondent. Toc, 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 voilà, ouais, on peut le mettre un peu comme ça, un truc du genre Superset. Donc nous, on va avoir notre Grafana également, qui va permettre de visualiser ClickHouse. Mais voilà, nous, on se dit, on anticipe le coup d'après, et même, c'est pas que le coup d'après, c'est que c'est déjà le coup présent, comme on va dire, c'est qu'on va vouloir faire du monitoring, tout simplement. Et pour faire ce monitoring, donc nous on peut mettre un truc genre, ah ouais tiens, Power BI, ah ouais mais ça on peut pas le réduire, ah puis il y a le logo, ah, non je veux pas, hop c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc nous on va derrière vouloir faire du monitoring. Donc du monitoring, on va passer par Prometheus. Et Prometheus, lui, on va s'amuser à récupérer l'ensemble des métriques en trame de fond de tout ce petit monde. Et on va mettre en place les métriques qu'il faut pour l'avoir. Donc on va avoir les métriques système, là c'est relativement simple puisqu'on va utiliser notre ami Node exporteur par exemple, etc. Mais pas seulement, donc on va avoir aussi les métriques relativement plus applicatives avec également du Postgre, nos scrappers qu'on va retrouver ici, hop, voilà, tac tac, comme ceci. On va avoir ici nos métriques de ClickHouse. Voilà, donc on va retrouver tout ça. Et bien sûr, tout ça, ça va être utilisé par Grafana. Donc après, on peut imaginer tout le système d'alerting qui va avec. Hein. Et voilà. Alors, tout ça, c'est bien, mais finalement, pour injecter au niveau de chacune des bases de données, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va temporiser. Donc on va faire du asynchrone. Et derrière, pour pouvoir faire ça, on va utiliser RabbitMQ. Hop, j'ai vu son petit logo. RabbitMQ. Et on va l'utiliser plusieurs fois. On va l'utiliser une première fois pour pouvoir écrire ici, dans Postgres, une deuxième fois pour pouvoir utiliser ensuite, pour pouvoir écrire dans ClickHouse également. Et donc derrière, pour pouvoir faire ça, il nous manque des briques importantes, c'est-à-dire qu'on RabbitMQ n'écrit pas directement dans Postgres. Donc du coup, on va utiliser des petits outils ici, ça va être ce qu'on va appeler des inserteurs. Hop là, voilà, inserteur, on va le faire comme ceci. Alors c'est dommage, j'aurais dû partir sur un schéma beaucoup plus gros parce que là ça va devenir n'importe quoi. Donc des inserteurs. Hop. Et là, ça on va se le mettre comme ceci. Voilà. Hop, voilà. Lui, il vient du mauvais endroit, voilà, toc. Voilà. Et donc notre inserteur ici, ce qu'on va faire, on va le réduire un petit peu la taille de la police de manière à ce qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc on va avoir notre inserteur qui va être à cet endroit-là. Donc lui qui va permettre d'insérer ici. Et puis on va avoir un autre inserteur qui va permettre d'insérer dans notre ClickHouse. Donc l'inserteur, le premier ici, lui va être fait en Python. Et le deuxième ici va être fait avec Bentos. Je vous disais, l'idée c'est de tester un outil qui est plutôt packagé. Du coup, on va voir un petit peu la simplicité qu'apporte Bentos dans ce cas de figure.
Et donc derrière, du coup, là, avec ça, on commence à avoir une infra qui est relativement complète, on va dire, mais ultra simplifiée, hein, soyons d'accord. Il y a des notions de sécurité derrière, etc., qu'on n'abordera pas dans ce cas de figure-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de couvrir quelque chose qui tient encore sur son laptop avec Vagrant et qui permet éventuellement d'aller plus loin et notamment de récupérer nos fameuses métriques, hein, telles qu'on le voit là. Là, on est sur Bitcoin, hein, vous voyez, au cours des 15 dernières minutes. Alors, je ne sais pas si on met 30 minutes, par exemple. Voilà. Comme ceci, on voit les petites variations de notre Bitcoin. Tout ça, ça passe par deux queues RabbitMQ, une queue target pour nos éléments de référence et une queue de value, donc de prix. Donc vous voyez que c'est très très lent, hein, ce qu'on fait là. On est à 1 hit par seconde, ce qui est extrêmement faible. Mais voilà. Et donc derrière, si on tourne sur notre home, ici, de Grafana, on a nos métriques de Node Exporter. On a aussi d'autres métriques et d'autres éléments. On va avoir les métriques par exemple de ClickHouse également, qu'on va retrouver ici. On pourra avoir nos métriques de Postgre et on voit nos insertions de ClickHouse, vous voyez, qui correspondent également à ce qu'on a dans RabbitMQ et ce que nos exporteurs, nos inserteurs sont en train de faire, hein, puisque ici, tout ça est en train de tourner ici. Vous verrez, il y a le format de log. Hein, ici, ça, c'est pas du tout les vrais logs. Je l'ai mis juste pour que... je suis en train de checker justement que j'ai pas de problème sur les métriques. Ça a l'air plutôt de bien se passer. Donc, on a notre Postgre, on a nos RabbitMQ. On va essayer de factoriser un petit peu plus les choses, c'est-à-dire faire tourner deux services. Donc, les inserteurs, on va avoir une machine qui va s'occuper uniquement des insertions, l'inserteur, et une machine de scrapping qui va s'occuper des deux éléments de scrapping, à la fois Python et à la fois Go. Donc, on va organiser ça tranquillement. Donc tout ça existe déjà, hein. C'est situé à cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a encore des choses qui sont en plus en bash qui ne sont pas encore utilisées, mais que j'ai remis, parce que c'est encore en cours de finalisation un petit peu. Il y a déjà le code Go, le code Python, qu'on améliorera par la suite, notamment pour l'aspect métrique. Et vous allez voir que c'est assez sympathique parce que ça permet de toucher à plein de petites choses en même temps, de se poser pas mal de petites questions et derrière de gratouiller un petit peu les choses. Donc c'est quelque chose qui est assez sympathique. Voilà, donc ça c'était la première vidéo, on va dire, de lancement, le kick-off comme disent certains, de lancement de notre mini-infra. Vous allez voir que c'est assez sympa. Alors c'est encore plus sympa pour les gens qui font ça sur vraiment des machines dédiées de Home Lab, etc. Mais ça reste quelque chose qui est très très pratique, surtout en local, parce que ça permet de développer assez facilement, notamment avec Vagrant Up, et on a tout de lancé. D'ailleurs, dès lors qu'on va vouloir, par exemple, se former à la mise en place de métriques dédiées à Go, par exemple, bah, ça va être extrêmement facile puisqu'on va pouvoir les tester directement en temps réel quasiment. En Python, pareil, quand on va vouloir développer notre monitoring, on va pouvoir le faire également. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique, que je trouve, avec Vagrant. Et tout ça, je le fais en bash et pas avec du Ansible, parce que tout simplement, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas besoin d'apprendre Ansible avant. Alors, l'autre élément qui est très très important, c'est que vous avez fait un lien, cette chaîne-là, avec pas mal de thématiques au niveau de la chaîne. Si on reprend notre petit schéma qui est là, hop, on a au niveau de la chaîne YouTube Xavki, on a déjà pas mal de ces briques. C'est-à-dire qu'on a déjà une playlist dédiée à Python. On n'en a pas dédiée à Go, mais peut-être qu'un jour ça viendra du coup. Une playlist dédiée à RabbitMQ, une playlist dédiée à PostgreSQL, une playlist en cours dédiée à ClickHouse, une playlist dédiée à Prometheus, et une playlist dédiée à et la même playlist dédiée à Grafana. Centralisation de log, on a déjà un bout de quelque chose, une playlist dédiée à Loki, mais peut-être qu'on fera du Loki, on verra. Et donc, voilà, on touche à pas mal de choses qui permettent de faire du lien au niveau de la chaîne, et je trouve ça assez cool, de la même manière qu'il y a eu la playlist dédiée à devenir DevOps. On va avoir cette playlist qui, je sais pas quel est son nom. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de nom. Alors je l'avais appelé micro-scrapping l'année dernière, je ne sais pas exactement si c'est le bon terme, mais en tout cas l'idée c'est de se former avec tout ça. Donc aujourd'hui on a vu également Excalibro, donc je vous invite à vraiment regarder, c'est un outil assez sympathique. N'hésitez pas à vous abonner, surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça demande un gros travail, donc j'attends de vous vraiment du soutien max là-dessus. Partagez tout ça autour de vous, il n'y a aucun souci et c'est fait vraiment pour ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir ce travail sur la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.